Bonjour à tous. Je me présente Luce-Marie Petit. Je fais partie de l'équipe Matériaux CBIOS. On est ravis que vous soyez si nombreux pour entamer ce cycle. Pour aborder les questions liées au biomimétisme et la gestion des crises. Voir ce que le vivant peut nous apprendre. À la fois pour comprendre un petit peu mieux la crise actuelle, ses origines, anticiper l'après-crise et de futures crises. Je vais faire une brève introduction, ensuite je transmettrai la parole à Philippe Brancola. Quand on aborde cette question du biomimétisme, la question des crises sous l'angle du biomimétisme, tout d'abord, actuellement, ce qui se passe, c'est une crise sanitaire, bien sûr, et on peut aborder différentes questions sous l'angle du biomimétisme. Parmi les pistes aujourd'hui qu'on a pu voir passer, il y a à la fois des pistes pour réduire les risques de contamination, par exemple surface antibactérienne bio-inspirée, pour limiter la propagation des épidémies. Il y a un certain nombre de mécanismes de filtration dans le vivant, qui pourraient peut-être être intéressants de regarder en supplément de masques ou de dispositifs respiratoires. Et enfin, pour réduire les symptômes des personnes atteintes, on a entendu beaucoup parler dans les dernières semaines de la société, par exemple, Emarina, qui développe des solutions pour l'oxygénation du sang. Donc il y a plusieurs perspectives, notamment en recherche et développement, qui peuvent permettre d'aborder les crises sanitaires, les épidémies. Et il y a également, quand on s'intéresse au champ de recherche en biologie, des espèces vivantes qui sont des réservoirs infectieux et pourtant ne présentent aucun symptôme. Donc ça peut être intéressant de comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour mieux gérer les épidémies en tant qu'humain. Et il y a à la fois un ensemble d'organismes qui développent des stratégies antivirales très variées. Donc il y a aussi peut-être des choses à regarder de ce côté-là. Et au-delà de cette crise sanitaire, il y a des questions beaucoup plus larges qui peuvent émerger. C'est pas seulement une crise sanitaire, c'est une crise qui révèle de grands déséquilibres écologiques et qui nous repositionne finalement à notre place dans notre vulnérabilité en tant qu'humain. Cette crise, elle est liée aux relations qu'on entretient avec le vivant non humain. Comment on peut re-questionner ces rapports-là, prendre conscience davantage de notre interdépendance à la biodiversité, afin d'anticiper de futures crises, les éviter tant que possible. Et ces questions liées au biomimétisme et de la gestion de crise nous invitent également à repenser des systèmes plus résilients afin de vivre au mieux, survivre pendant ces crises. Donc ainsi, je vais transmettre la parole à Philippe Brancola, qui nous présentera ses travaux et comment son expertise peut nourrir les questions qu'on se pose. Je vous remercie d'être présent parmi nous aujourd'hui. Vous êtes directeur de recherche au Muséum d'histoire naturelle, dans l'Institut ISIEB, Institut de systématique et d'évolution de biodiversité. Et pour aborder les questions, la crise de la biodiversité Covid-19, comment s'en bio-inspirer. Donc je vous remercie. Je vous transmets la parole. Oui, bonjour à tous. Merci. Merci pour cette invitation. Donc, moi, je vais vous présenter quelques règles que l'on peut tirer de cette situation et de la croissance des maladies infectieuses dont les réservoirs sont animaux, ce que l'on appelle des zoonoses. Donc, c'est pas de la biologie médicale, c'est de l'écologie et de l'évolution, mais qui nous permettent de mieux comprendre le système vivant dans lequel on est et comment s'en bio-inspirer. Alors, évidemment, il faut prendre un petit peu de recul parce que le Covid-19, c'est très, très récent et la recherche sur le Covid-19 lui-même et son origine est encore à l'état d'hypothèse. Malgré tout, il y a des hypothèses qui sont assez solides, donc j'en dirais deux mots sur l'origine notamment du coronavirus. Ensuite, je pense qu'il est intéressant aussi d'essayer de comprendre pourquoi ce coronavirus a eu une telle capacité finalement à infecter l'espèce humaine et à se répandre aussi rapidement. Et puis enfin, comment lutter bien sûr contre les zoonoses, pas seulement le Covid-19, mais les zoonoses d'une manière générale, de manière bio-inspirée.
Alors d'abord, il faut se rappeler que dans les maladies infectieuses émergentes, il y a pratiquement les 2 tiers sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui viennent d'un réservoir animal. Alors beaucoup d'entre elles, en fait, existent depuis des centaines ou des milliers d'années et elles sont liées à notre histoire de vie en tant qu'espèce vivante au sein des écosystèmes. Il y en a d'ailleurs beaucoup, d'après les experts qui ont étudié leur évolution, qui semblent dater en fait de la domestication et de l'élevage. Et on s'aperçoit quand on fait le compte de ce que l'on partage en termes d'agents infectieux ou de commensaux, que finalement nous partageons beaucoup avec les animaux avec lesquels nous sommes en familiarité depuis très longtemps, hein, à commencer par également des commensaux, hein, pas forcément avec les animaux dont nous nous nourrissons directement, mais également avec le chien, le chat, et puis des commensaux vraiment complètement involontaires, hein, comme le rat par exemple, ou les espèces de rongeurs de manière générale. Donc oui, les zoonoses, en fait, ont toujours existé depuis le début de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec sédentarisation et domestication. Mais néanmoins, elles augmentent. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on les voit depuis le début du XXe siècle, depuis 1940 environ. Hein, on voit qu'elles augmentent. Alors, de 2 manières, hein, en termes de nouvelles maladies émergentes, et puis en termes d'épidémies, de nombre d'épidémies pour des maladies déjà existantes ou des maladies dont les agents infectieux évoluent, comme par exemple la grippe. Alors bien sûr, on peut se dire que ce décompte est un peu biaisé parce que l'effort d'échantillonnage n'est pas le même. Au début du XXe siècle, on n'avait pas les moyens de détection de certains agents infectieux dont on dispose aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a des équipes de recherche qui ont essayé de réaliser ce décompte de manière contrôlée et se sont effectivement rendus compte malgré tout qu'il y a une croissance des zoonoses. Alors on peut se demander pourquoi, d'autant plus que le Covid-19 en est une, et quelque part on est tributaire de ce type d'événement. Alors il y en a eu plusieurs des zoonoses un peu analogues au Covid-19 durant ces dernières années, hein, depuis une dizaine d'années. Là, on observe notamment des maladies à coronavirus qui se sont révélées quand même très ennuyeuses, mais elles ont été contingentées à certaines zones géographiques, hein, comme le premier SRAS ou comme le MERS, qui sont l'un et l'autre des maladies avec des virus qui sont recombinés entre chauve-souris et carnivores pour le SRAS et chauve-souris et dromadaire pour le MERS. Donc, elles ont été contingentées et probablement, en fait, ça nous a renforcé dans l'idée qu'on peut maîtriser ce type de problème grâce à la médecine moderne et à notre technologie, ce qui nous a rendu probablement plus vulnérables en regard de la crise actuelle. Alors, pourquoi plus de zoonoses? Pourquoi plus d'émergences ou d'épidémies? On pourrait résumer ça en une phrase, mais qu'il faut détailler, hein, c'est le mauvais état des écosystèmes. Alors, quand on dit mauvais état des écosystèmes, c'est très général, bien sûr, et ça ne permet pas une analyse fine des différentes situations, puisque parmi les maladies zoonotiques, il y a vraiment des cas sensiblement différents. Je vais vous en présenter 2 ou 3, juste pour vous montrer un petit peu finalement quels sont les points communs en termes de relations avec l'environnement et les écosystèmes. Alors, premier problème d'état des écosystèmes, c'est ce que l'on appelle de manière générique la conversion des milieux. Autrement dit, on convertit les milieux de manière importante. On a une forêt, on coupe cette forêt, on a une zone humide que l'on assèche, par exemple. Donc, dans le cadre de la conversion des milieux, notamment la déforestation est évidemment une des conversions les plus importantes aujourd'hui. Il faut se rappeler que sur les 30 dernières années, on a supprimé à peu près 200 millions d'hectares de forêt tropicale, par exemple. C'est considérable. Et même quand on dit que la surface forestière augmente dans certaines régions du monde, très souvent, en fait, il s'agit de forêts plantées et non pas de forêts, on va dire, naturelles, c'est-à-dire dans lesquelles le rôle de l'homme est minimum. C'est un peu comme si on disait que les champs de maïs sont des prairies, vous voyez, ou des savanes. Ça n'a pas vraiment de comparaison possible. Oui, donc en fait, mauvais état des écosystèmes, ça se définit beaucoup par conversion des milieux et déforestation en particulier. Alors, quand on dit déforestation, il ne faut pas imaginer des espaces totalement vides de forêt, hein, qui jouxtent un espace encore préservé dans lequel il reste de la forêt.
très souvent, la déforestation, c'est la création d'une espèce de patchwork incroyablement complexe, avec des milliers de fragments forestiers. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On augmente une surface d'échange de manière colossale entre la forêt et l'espace ouvert dans lequel l'homme vit à côté. Donc, vraiment, la caractéristique de la déforestation, ce n'est pas un grand vide, c'est plutôt une surface d'échange entre les deux types de milieux qui augmente de manière colossale. C'est vraiment une augmentation plus que géométrique. Et ça permet tout simplement que l'homme, dans les espaces colonisés qui viennent d'être déforestés, qui se trouvent au milieu de ces fragments forestiers, ait accès à la forêt de manière plus importante. Et donc, pour toutes les activités, puisqu'il s'agit généralement sur ces espaces déforestés de populations pionnières, donc d'habitat rural, mais installés de manière récente et précaire. Donc évidemment, les personnes qui habitent là sont à la recherche d'une économie de subsistance. Donc elles vont chercher de la viande dans la forêt, elles braconnent, elles vont chercher du bois d'œuvre, elles vont chercher des ressources de manière générale. Et donc la déforestation augmente la surface d'échange et permet, par exemple, au braconnage d'être conduit de manière beaucoup plus importante, y compris quand il ne s'agit plus de braconnage pour la subsistance des populations locales, mais quand il s'agit de braconnage pour des commandes, comme on l'a vu par exemple dans le cas du pangolin. Pangolin qui est, on le verra après, un des hôtes de virus potentiellement impliqués dans le Covid-19, est extraordinairement braconné. Chaque année, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de pangolins qui sont pris dans le milieu naturel, évidemment bien au-delà des besoins des populations pionnières qui se trouvent en lisière de forêt. Mais quand on crée ce patchwork de forêts, de milieux totalement déforestés, en fait, on ne se rend pas compte aussi qu'on change les populations de réservoirs animaux qui se trouvent dans le milieu forestier. Donc ces populations ne sont pas complètement indemnes, mais simplement de l'autre côté de la lisière. Elles sont généralement déséquilibrées, tout simplement parce qu'elles vivent dans des fragments forestiers. Et donc, elles ont une moindre surface à leur disposition. Il y a des espèces qui ont tendance à disparaître, d'autres qui ont tendance à dominer. Donc, on pourrait taxer ça de déséquilibre d'une manière générale. Et en particulier, très souvent, le phénomène qui est vraiment totalement indubitable, c'est que les espèces de la forêt, très souvent, font même du fourragement à l'extérieur de la forêt. Autrement dit, si on est en lisière de forêt et qu'on a un peu d'économie de subsistance localement, on va voir arriver des animaux de la forêt qui vont venir manger le jardin, les fruits, les arbres qui sont autour des maisons. Et typiquement, on va être visité en Amérique du Sud par des opossums, des chauves-souris, en Afrique par des éléphants ou certains primates ou certains rongeurs, ainsi de suite, ce qui cause souvent d'ailleurs des gros problèmes d'interaction aux personnes au-delà des questions sanitaires. Alors il y a un autre effet sur les réservoirs animaux. Quand on dit réservoir, on pense aux animaux qui contiennent des agents infectieux qui peuvent nous affecter in fine. C'est aussi ce que l'on appelle en fait un effet anti-dilution, alors qui est plus compliqué à observer, qui a été observé dans un certain nombre de cas, un peu moins dans d'autres cas. Quand on a beaucoup d'espèces vivantes dans une forêt tropicale, par exemple beaucoup d'espèces de vertébrés, en règle générale, elles se concurrencent les unes les autres, elles ont des populations assez faibles, assez dispersées, et leur charge en pathogènes est moins forte. Par contre, quand il y a quelques espèces qui dominent et qui sont un peu déséquilibrées dans leur population par rapport à un état, on va dire, relativement spontané, en certains cas, on observe au contraire une augmentation de cette charge pathogène et donc quelque part la dilution qui était réalisée par la densité naturelle, les antagonismes à l'intérieur de l'écosystème forestier, cette dilution est moindre et donc la déforestation a aussi un effet anti-dilution et finalement augmente la probabilité, dans certains cas, que les réservoirs animaux finalement aient une charge pathogène plus forte. Alors un exemple classique dont on entend parler depuis pas mal d'années, mais qui nous semble très exotique et donc qui n'a pas créé beaucoup d'émoi malgré les drames humains que ça a entraîné en Afrique de l'Ouest, c'est le virus Ebola. On a pu diagnostiquer que son réservoir naturel était dans des chauves-souris,
même si à certains moments, des primates qui ont été chassés ont pu également être contaminés, donc contaminer les humains qui les ont chassés. Il y a une étude récente, par exemple, qui montre, dont je vous ai mis une petite figure sur la diapo, qui montre simplement que plus la forêt est morcelée, plus les épidémies d'Ebola locales sont fréquentes. Donc on peut quasiment superposer la carte du morcellement forestier avec la carte des épidémies. C'est assez évident au plan statistique et ça corrobore toutes les études de cas qui ont pu être faites sur, disons, le patient zéro, même si là, on n'est pas à ce degré de précision, malheureusement, dans ces zones géographiques, mais ça nous donne une bonne idée de la réalité du développement d'Ebola, qui est tout simplement lié au fait qu'on morcelle la forêt et que les chauves-souris ont tendance à être plus en contact avec les humains, soit parce qu'ils vont vers elles, soit parce qu'elles viennent vers nous. Tout simplement, on a augmenté une surface d'échange et on en souffre. Deuxième cas qui est un peu similaire, hein, c'est la maladie de Chagas en Amérique du Sud, parce que là, en ce moment, on parle beaucoup de la Chine, de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique avec le Covid-19, hein, mais on parle très peu d'Amérique du Sud pour les zoonoses. Et il existe évidemment des zoonoses un peu dans toutes les régions du globe. Hein. Il n'y a pas une région du globe qui a la primeur malheureuse sur ce sujet. Et donc, on est exactement dans la même situation. Hein. La maladie de Chagas, c'est un trypanosome qui est transmis par une punaise qui est piqueuse et suceuse de sang. Et cette punaise, en fait, elle pique des animaux qui sont les réservoirs de ce trypanosome, et puis elle transmet après ce trypanosome à l'espèce humaine qu'elle pique également. Et typiquement, en fait, vous voyez qu'elle a une zone d'endémie en Amérique du Sud qui est très, très vaste. Hein. C'est les taches rouges sur la carte. Au milieu, vous avez une petite photo de la punaise. Et à droite, vous avez une photo qui n'est pas très claire, mais on voit une case qui est en toute limite de forêt avec des grands palmiers autour. Hein. Et typiquement, dans ce genre de case, vous êtes en promiscuité avec un opossum, par exemple, hein, qui est un marsupial qui est tendance à être opportuniste quand il est en lisière de forêt. Hein. C'est un marsupial forestier en Amérique du Sud, mais il vient très facilement dans les campements, dans les habitations. Enfin, toute personne qui a travaillé en forêt amazonienne, comme c'était mon cas il y a quelques années, a été confrontée au voisinage des opossums. Et donc, l'opossum et les punaises, finalement, sont en promiscuité avec les habitations qui sont en lisière forestière. Et le fait de réduire la forêt, d'augmenter la surface d'échange avec le milieu non forestier, en fait, augmente cette capacité de l'opossum et de la punaise à venir nous agresser. Donc ça, c'est la maladie de Chagas. On est dans un système qui est, somme toute, sur les grandes variables, assez similaire au système Ebola. Alors, là, on vient de parler jusqu'à présent de zoonoses dans lesquelles, en fait, l'homme et les animaux sont toujours, finalement, dans une situation confrontée assez bipolaire, hein, avec d'un côté le milieu sauvage et des réservoirs sauvages, et puis de l'autre côté, le milieu très anthropisé dans lequel il y a l'homme, et qui est confronté aux animaux sauvages. Mais très souvent, ce mauvais état des écosystèmes, il se décline également avec une autre activité humaine qui sont les élevages domestiques. Parce que ce qui se passe dans les zoonoses, c'est que l'agent infectieux qui se trouve dans les animaux n'est pas toujours capable d'attaquer directement l'homme, l'espèce humaine. Très souvent, en fait, les agents infectieux, il y en a des dizaines, des centaines de milliers, hein, et ce n'est pas toujours possible pour un agent infectieux de changer d'hôte. Quelques-uns, la plupart du temps, ils sont très spécialisés, et donc ils ne sont pas capables, par exemple, les virus de chauve-souris, la plupart du temps, sont incapables de rentrer, de s'accrocher à la paroi de la cellule humaine et de la parasiter. Donc il y a besoin, quelque part, pour que cette infestation se réalise, il y a besoin d'un hôte intermédiaire qui va en fait permettre à ce virus de s'attaquer à l'espèce humaine. Alors vous avez peut-être entendu parler du cas du virus Nipah en Malaisie. Et là, typiquement, dans le cas du virus Nipah, on est dans une déforestation combinée avec des élevages domestiques. Le virus Nipah, il est résident dans un réservoir chauve-souris. Les chauves-souris en lisière de milieux déforestés viennent fourrager dans les jardins, dans les vergers, dans les habitats ruraux.
et elles consomment des fruits, elles laissent des fesses sur place. Et dans ce même milieu, il y a des porcs, des cochons qui sont élevés et qui finalement sont contaminés par le virus Nipah de la chauve-souris. Et là, le cochon, lui, a un certain nombre de caractéristiques biologiques, moléculaires, qui font que ce qui est hébergé par le cochon, finalement, est plus facile à acquérir pour l'espèce humaine. Et alors, il y a des histoires supplémentaires, c'est que les porcs sont élevés souvent en Malaisie, chez les personnes qui sont musulmanes et qui ne consomment pas les porcs. Et dans ces dernières années, par exemple, ces porcs d'élevage ont été exportés dans d'autres lieux de consommation, comme à Singapour, par exemple, où ils ont causé des problèmes de santé avec le virus Nipah, hein, qui a une létalité bien supérieure à celle du coronavirus du Covid-19. Et donc là, il y a des circuits sanitaires qui ont été revus de manière à éviter ce type de contamination. Mais vous voyez, quelque part, les élevages, même quand ils sont à petite échelle, ont souvent une connivence avec les réservoirs animaux et permettent que ces maladies se répandent au-delà des zones d'interface avec le système forestier. Pardon. Et je vais prendre un dernier exemple, qui est l'exemple de la maladie de Lyme, puisque là, on a parlé de maladies qui nous semblent très exotiques. Hein, donc, il ne faut surtout pas penser que ce type de soucis sont des soucis importés de zones tropicales. On a également notre lot de maladies qu'on gère très très mal, comme la Chine ou l'Afrique. Hein. Et notamment la maladie de Lyme qui est transmise par des bactéries Borrelia. Les bactéries Borrelia, leur réservoir naturel, ce sont des rongeurs et des cervidés. Et il y a des tiques, des acariens, qui piquent, qui se trouvent sur ces rongeurs et sur ces cervidés, et qui, lorsqu'ils nous piquent, nous aussi, nous transmettent la bactérie et la maladie. Alors, en règle générale, ce cycle, il est assez bien connu, et dessus, évidemment, viennent se greffer plein de soucis, puisque ce cycle, il ne se déroule pas dans un milieu avec un environnement spontané, il se déroule dans un milieu qui est très anthropisé, hein, le milieu européen ou nord-américain. Et il y a un certain nombre d'intervenants qui n'existent plus et qui pourraient limiter, par exemple, les populations de rongeurs. Hein, typiquement, je vous ai mis à droite une photo du renard, mais une étude récente qui a montré très clairement que les renards, quand ils sont présents, soit consomment les rongeurs et donc, de fait, limitent la propagation des tiques et le passage des tiques des rongeurs aux humains, soit en fait effraient suffisamment les rongeurs pour qu'ils circulent beaucoup moins, et du coup les rongeurs sont moins parasités et sont moins capables de nous transmettre la maladie. Malheureusement, nous tuons chaque année entre 500 000 et 1 million de renards pour des questions de classification comme espèces nuisibles et d'arrêtés préfectoraux, ce qui est un non-sens au plan de la gestion écologique de la maladie de Lyme. Aux États-Unis, il y a un effet un peu similaire avec l'opossum, dont je vous ai mis une photo en bas là, avec une femelle qui porte ses petits sur le dos. L'opossum qui a mauvaise presse, qui est vu un peu comme un espèce de gros rat casse-pied qui vient fourrager dans les poubelles, dans les habitats humains. Donc on supprime les opossums et il se trouve que les opossums, en fait, eux, attirent beaucoup de tiques à eux et sont capables de s'en débarrasser spontanément. Donc en fait, l'opossum est une sorte de piège vivant à tiques. Et à partir du moment où on supprime les opossums, comme quand on supprime les renards en France, eh ben on a une montée de la maladie. Et puis il y a des événements encore supplémentaires qui viennent se greffer là-dessus, c'est que notre environnement européen, il est tellement impacté par l'homme, tellement déséquilibré, qu'on a également des espèces exotiques qui sont introduites au sein de cet environnement. Je vous ai mis en bas à gauche la photo d'un petit écureuil, un petit tamia, un petit rongeur, qui est introduit et qui maintenant, dans certains massifs forestiers en France, en fait, s'avère être une espèce envahissante et qui est un réservoir encore plus important maintenant pour les bactéries Borrelia locales que nos rongeurs locaux. Donc vous voyez, la situation est particulièrement mal gérée. On supprime les petits prédateurs qui pourraient limiter le réservoir, et puis on introduit même une autre espèce qui s'avère être un réservoir supplémentaire. Donc vous le voyez, en fait, la gestion des zoonoses, elle est loin d'être idéale pour des questions d'idées préconçues sur les animaux. Nos meilleurs alliés sont considérés comme nuisibles pour d'autres raisons qui ne sont pas très rationnelles, et on les supprime et on se pose des problèmes supplémentaires. Alors si on essaye de faire un peu la synthèse de ces différentes
situations. Bien sûr, il y en a beaucoup plus que celles que j'ai mentionnées, il y en a des dizaines différentes. On se retrouve finalement avec des écosystèmes qui deviennent ce que les écologues des maladies infectieuses appellent des patho-écosystèmes. Donc, quelque part, on a au sein de cet écosystème les réservoirs, les transmetteurs, des animaux qui servent de passerelles, souvent des animaux domestiques. Et très souvent, ce que l'on voit, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une contamination. Hein. C'est pas simplement parce qu'on fréquente une chauve-souris qu'on va attraper le virus de la chauve-souris. Très souvent, il y a derrière ça des événements d'évolution biologique qui se font très rapidement, hein, en particulier chez les virus. Et donc, il faut comprendre aussi que dans notre comportement, on doit avoir un comportement qui intègre, si on veut se tirer d'affaire, le fait qu'il existe une évolution, et donc involontairement, on exerce des pressions de sélection sur les réservoirs, sur les virus. Alors, en règle générale, tout simplement, ce que l'on constate, c'est qu'on a des réservoirs qui sont de plus en plus en contact avec les humains, qui sont de plus en plus porteurs d'agents infectieux. Ça passe aussi après par des braconnages, des marchés vivants, des élevages domestiques qui servent de passerelles. Et on a, à travers ce système que l'on met en place de manière assez variée, une évolution des agents infectieux, soit par adaptation, humanisation des agents infectieux, par exemple dans un cochon, qui au plan immunitaire, à certains aspects, ressemble plus à l'homme, ou dans un primate, par exemple pour le HIV, hein, le sida est une zoonose à l'origine, que l'on a attrapé chez des primates nos apparentés, soit par recombinaison, hein, quand il y a plusieurs virus de manière génétique qui échangent du matériel et qui deviennent de fait infectieux pour l'homme. Alors, quelles activités humaines sont impactantes par rapport à cette situation? Parce que pourquoi cette augmentation des zoonoses, hein? Puisque si ce sont là les causes des zoonoses, qu'est-ce qui a changé depuis un siècle pour qu'il en apparaisse des dizaines supplémentaires? Alors d'abord, on l'a déjà dit, une énorme conversion des milieux, hein, plus de 200 millions d'hectares supprimés depuis 1980, c'est colossal. Je vous ai mis un petit graphique là sur lequel on voit le nombre de millions d'hectares qui disparaissent chaque année. C'est considérable. Bon, bien sûr, il y a des fluctuations selon les endroits, selon les politiques, mais malgré tout, on n'arrive pas à freiner au niveau global cette diminution. Deuxième facteur considérablement important, c'est notre production animale pour la nourriture. On pourrait penser qu'elle est restée stable et qu'on a changé un peu de système, pas du tout. Elle a été multipliée par 6 durant les 50 dernières années, donc c'est colossal. Et à côté de la courbe qui montre cette augmentation, je vous ai mis un petit graphique qui est tiré d'un livre très intéressant dont je vous recommande la lecture, le livre de Serge Morand, La Nouvelle Peste, qui est vraiment le livre à lire pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Sur ce petit graphique, Serge a tiré d'une étude qui avait été publiée dans les Proceedings de l'Académie des sciences américaines il y a quelques années. On voit la biomasse représentée par les différentes grandes espèces de vertébrés sur Terre. Et vous voyez, la première barre qui domine de loin toutes les autres, ce sont les bovins. Infiniment plus de biomasse bovine que de biomasse humaine. Et puis ensuite, derrière, vous avez d'autres espèces élevées, le cochon, etc. Et puis tout au bout, bah, vous avez la biomasse sauvage qui est minuscule, tellement minuscule que là, on ne voit même plus les barres sur le graphique. Donc aujourd'hui, il faut se rendre compte que notre monde, même s'il y a encore des espaces présumés vierges, il est peuplé quasiment en biomasse que de biomasse élevée. Donc là où cette biomasse élevée a un rôle de passerelle, évidemment, ça facilite l'effet de passerelle pour les agents infectieux, et d'une manière générale, la conversion des milieux est liée aussi à cette production animale. Donc, qui dit production animale dit le plus souvent déforestation, soit pour faire paître les animaux, soit pour produire la nourriture pour les animaux, hein, comme c'est le triste cas du soja brésilien pour, par exemple, nos bovins européens. Et puis, troisième grande activité humaine qui est impactante, ce sont les transports aériens. Et là encore, on pourrait se dire, bah, depuis, bien sûr, il y a une période héroïque de l'aviation avant la Seconde Guerre mondiale, hein, qui était réservée à une élite, à très peu de gens, etc. Mais malgré tout, même depuis quelques décennies, hein, depuis l'enfance de la plupart d'entre nous, il y a eu une augmentation encore très importante de ce transport aérien, plus de 10 fois en 50 ans, et vous voyez l'allure de la courbe, hein, ça continue à grimper.
Donc, bien évidemment, quand il arrive un problème sanitaire quelque part de zoonose en Asie, le lendemain, elle peut être à Paris, à New York ou à Rio. Le transport aérien, c'est un vecteur extraordinaire, soit des agents vecteurs, par exemple les moustiques, qui transmettent des virus ou des protozoaires, soit vecteurs des humains infectés qui ne le savent pas et qui vont infecter d'autres humains. Et bien évidemment, il y a un effet d'échelle. Plus on a de transport aérien, plus on a de voyageurs, plus on a de vecteurs qui voyagent, plus la maladie se répand rapidement. Alors si on revient au Covid-19, au cas du Covid-19, en fait, on a bien sûr actuellement des hypothèses. On n'a pas autant de recul que sur le SRAS, maintenant qui date d'une grosse dizaine d'années, ou sur le virus du sida, plusieurs décennies, ou sur Ebola également plusieurs décennies. Mais ce que l'on peut arriver à reconstituer d'après les données qui sont disponibles, et là je vous livre un schéma qui a été réalisé par un collègue de mon laboratoire de l'Institut de systématique, Alexandre Assanin, qui a publié plusieurs articles dans des web médias qui ont été beaucoup repris dans la presse et qui sont très rigoureux sur le plan des hypothèses qui sont formulées. Alors vous voyez dans ce graphique en fait on a trouvé que le Covid-19 était vraisemblablement une recombinaison génétique naturelle. Quand on dit recombinaison génétique, c'est un mécanisme qui existe naturellement dans lequel les virus échangent du matériel génétique. Et donc, on a trouvé qu'apparemment, c'était une recombinaison entre des virus, des coronavirus qu'on trouve dans des chauves-souris, notamment des rhinolophidés, des chauves-souris notamment chinoises. Et puis, on a trouvé également qu'il y avait une partie du virus qui semblait provenir d'un coronavirus qui est hébergé par des pangolins. Alors, ça, c'est une des hypothèses, c'est-à-dire que chauves-souris et pangolins se sont trouvés en promiscuité. Alors, la chauve-souris rhinolophe sont des petites chauves-souris qui ne sont pas tellement chassées, pas tellement consommées, parce qu'elles ne sont pas grosses. Néanmoins, il y a quand même des villages où elles sont consommées, et puis on se pose la question de savoir s'il n'y a pas des pangolins qui ont été gardés vivants, compte tenu de l'ampleur du trafic de pangolins, c'est colossal. On peut imaginer des cages remplies de pangolins, vous voyez, dans certains villages à la frontière du Vietnam, du Laos et de la Chine, et des chauves-souris rhinolophes qui se trouvent dans les milieux naturels avoisinants, dans les grottes ou les anciennes galeries de mines avoisinantes, et puis contamination des pangolins par les chauves-souris rhinolophes et recombinaison du virus. Ou un autre phénomène aussi, qui n'est pas écarté par Alexandre, c'est le fait que les rhinolophes aient pu être consommés par un carnivore, comme dans le cas du SRAS du début des années 2000. Et puis, il y a eu ensuite promiscuité entre le carnivore et le pangolin au sein d'un trafic d'animaux vivants, comme c'est très souvent le cas, et comme c'était le cas lors du SRAS dans les années 2000. Et finalement, bien sûr, la promiscuité de l'homme avec ses élevages, avec ses marchés d'animaux vivants, amène à l'infection de l'homme. Ce virus recombiné, en fait, semble avoir été rendu infectieux pour l'homme grâce à une partie du génome du virus de pangolin, qui lui permet d'attaquer en fait l'homme. Alors on le voit, bien sûr, ce scénario est assez complexe et vous voyez, il explique aussi qu'on ne trouve pas forcément de patient zéro juste sur le marché de Wuhan en Chine, parce que en fait, ce virus peut avoir été le résultat d'une recombinaison dans toute une filière d'approvisionnement qui peut finalement se placer assez loin dans l'espace. Pas dans le temps, parce que quand on regarde l'évolution moléculaire des coronaviridés, on se rend compte que le coronavirus du Covid-19, en fait, est probablement apparu dans les derniers mois de l'année 2019. Donc, tous ces événements, on peut les dater avec des méthodes probabilistiques moléculaires à l'automne 2019. Donc là, on retrouve, vous voyez, finalement les effets d'un mauvais état des écosystèmes dont on parlait tout à l'heure, braconnage des pangolins dans des milieux qui sont très déforestés, avec de nombreux trafics d'animaux. J'ai moi-même travaillé à la frontière de la Chine et du Laos il y a quelques années, et je peux vous dire que l'état de l'environnement est devenu très compliqué, et quand on est hébergé par des habitants, des villageois dans ces régions-là, on est en très grande promiscuité, de manière assez déséquilibrée avec des animaux sauvages et des animaux d'élevage. Alors, on peut aussi essayer de comprendre quelles sont les raisons biologiques qui ont fait que ce virus qui cause le Covid-19
a eu tant de succès, malheureusement pour nous. Et là, ce qui est quand même assez exaspérant, c'est que ce succès était parfaitement prévisible et il avait même été prévu, puisqu'on trouve dans une publication qui a été publiée en 2007 à la suite de l'épidémie du SRAS, hein, c'était une sorte de publication qui faisait la revue de tout ce qui s'était passé, une phrase qui est, bon là je vous l'ai traduit en français, hein, mais qui était en anglais bien sûr à l'origine, qui était parfaitement prédictive de ce qu'on observe aujourd'hui, hein, la présence d'un réservoir important de virus de type SARS-CoV dans les chauves-souris rhinolophidées combiné avec l'élevage pour la consommation de mammifères exotiques dans le sud de la Chine est une bombe à retardement. Voilà. Et donc ça montre simplement que la bombe à retardement, on la connaissait, on savait qu'elle existait et on n'y a pas prêté suffisamment d'attention, hein, au point qu'aujourd'hui elle a éclaté il y a quelques mois et l'humanité entière aujourd'hui en est victime. Alors, moi, je vais d'abord adopter très brièvement hein, une approche un peu iconoclaste, c'est-à-dire on pourrait se dire quelle solution dans le vivant peut-on trouver pour lutter contre le virus du Covid-19, mais on peut aussi raisonner aussi d'abord à l'envers, c'est-à-dire se dire finalement le virus du Covid-19, il a eu un succès extraordinaire. Est-ce qu'on peut trouver dans son succès des manières de se comporter qui nous amèneront des bénéfices dans le futur? Bon, il y a quelques grandes règles qu'on peut rappeler, hein, qui peuvent sembler triviales, hein, mais qui peuvent ressembler un peu à des lapalissades, mais je pense qu'il est toujours intéressant de rappeler malgré tout, parce que ce n'est pas suffisamment considéré. Là, je vous ai mis en haut un immense arbre phylogénétique de toutes les analyses génomiques du coronavirus, du Covid-19, puisqu'il y a vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une infection dans un pays, il y a des données génomiques qui sont très souvent obtenues, qui sont rendues immédiatement accessibles. Et il y a un très intéressant site web qui s'appelle NextStrain, sur lequel vous pouvez aller voir ces données génomiques en temps réel, et sur lesquelles des phylogénies, des relations de parenté entre ces différents coronavirus sont en fait reconstruites. Et vous voyez, les couleurs, les codes couleurs sont des codes de pays. Hein. Le bleu-violet qu'on voit à la base de l'arbre, c'est la Chine, et ça date d'avant octobre 2019. Et puis les différents autres pays sont, en règle générale, en amont au fur et à mesure de la dispersion du virus. Ce que cet arbre nous enseigne, hein, c'est qu'il n'y a pas d'optimalité constante. C'est-à-dire que quand on essaye de faire avec des situations dans nos sociétés humaines, il faut évoluer. On peut essayer d'optimiser des processus à un moment donné, mais on se heurte au fait que quelque part, la situation peut changer. C'est finalement la grande leçon néo-darwinienne de l'évolution. Hein. Il n'y a pas d'optimalité. L'optimalité, elle est momentanée, et il faut toujours se résoudre à penser que les solutions optimales d'un jour ne seront pas forcément nécessairement optimales le lendemain. Donc ça, je pense que c'est une grande leçon qu'on oublie très souvent, parce que pour nous, l'évolution, c'est à une échelle de temps incommensurable. Hein. Quand on pense évolution, on pense dinosaures, Gondwana, à des millions d'années de distance, alors qu'en réalité, l'évolution, ça se produit tous les jours autour de nous. Hein. Quand on parle d'antibiorésistance, c'est de l'évolution. Les bactéries deviennent résistantes en évoluant à des molécules antibiotiques. Deuxième leçon, en fait, c'est la recombinaison virale dont je vous parlais. Là, il y a un petit graphique sur la recombinaison virale des souches de grippe. Hein. Par exemple, virus de grippe aviaire, virus de grippe humaine qui amène à un virus recombiné qui est à la fois pathogène et transmissible. La recombinaison virale, c'est un mécanisme extraordinaire qui ressemble un petit peu finalement à la recombinaison génétique dans la reproduction sexuée, notamment dans la nôtre, hein, mais qui est basée sur des processus moléculaires différents. Et finalement, ça amène à rebattre les cartes. C'est-à-dire que quelquefois, quand on veut optimiser, même si on le fait à court terme, en sachant que l'optimalité d'un jour n'est pas l'optimalité du lendemain, cette optimisation, quelquefois, on a peut-être intérêt à la mener, cette procédure d'optimisation, en rebattant les cartes. C'est-à-dire ne pas considérer toujours le même système qu'on essaye d'optimiser, mais quelquefois, on peut réfléchir, se dire on va casser le système dans lequel on est, on va essayer de l'hybrider avec un autre système, et puis d'en tirer quelque chose de totalement différent, qui va peut-être se révéler bien plus intéressant. Hein. C'est une stratégie que connaissent bien les fabricants d'algorithmes. Il y a toutes sortes de stratégies heuristiques en algorithmique qui utilisent ce type de rupture d'optimisation et
qui sont très intéressantes. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles le Covid-19 a eu beaucoup de succès, hein, c'est que quelque part, c'est un virus qui résulte d'une évolution, qui résulte de la recombinaison entre différents virus, dont il a pris finalement des caractéristiques différentes qui lui permettent de nous infecter. En fait, le virus, à la suite de ce succès, il a infecté l'espèce animale la plus fréquente sur Terre, c'est-à-dire l'espèce humaine. Un autre aspect du Covid-19 et du coronavirus qui le cause, c'est que, là je vous ai mis un petit tableau qui est probablement déjà un peu périmé, mais qui montre en fait la manière dont le SARS-CoV-2 est à la fois ni très virulent ni très contagieux. Hein. Voilà, sur l'axe vertical, vous voyez la virulence, sur l'axe horizontal, vous voyez la contagiosité. Alors, et le Covid-19, c'est l'espèce de petit rectangle rose là, qui se trouve un peu à la base des deux axes. Donc, vous voyez, il est infiniment moins virulent, létal pour nous que Ebola, par exemple, ce qui est évidemment une chance. Et il est quand même moins contagieux que d'autres maladies, comme par exemple la rougeole ou le choléra. Et même si les voies de contagion diffèrent, bien sûr. Et en fait, la leçon que ça nous donne, ça, c'est que un virus qui serait extrêmement virulent, comme Ebola par exemple, il a du mal à se répandre. Il a moins de succès parce que finalement, il tue ses hôtes. Malheureusement, Ebola, c'est une maladie terrifiante avec une létalité terrible. Et les gens n'ont pas le temps de se déplacer pour transmettre le virus parce que la mortalité parmi les populations touchées est terrible. Donc finalement, être très virulent et tuer son hôte, c'est quelque chose qui est souvent contre-sélectionné pour des agents infectieux. Et on pourrait faire un peu le même parallèle avec la contagiosité. Si on est très contagieux, on se transmet très très rapidement à l'ensemble d'une population. Et là, finalement, ça ne permet pas de lutter contre les systèmes immunitaires, parce que si tout d'un coup, il y a une très grande partie de la population qui acquiert une immunité grâce au système immunitaire, eh bien, on est relativement, finalement, coincé en tant qu'agent infectieux. Donc finalement, le fait d'être un petit peu présent comme ça dans des populations comme est le SARS-CoV-2, ça permet à des secondes vagues de se produire, hein, comme on l'a déjà vu en Asie et comme c'est peut-être en train de se produire actuellement en Allemagne. Donc c'est une stratégie qui est très pernicieuse pour l'espèce humaine, mais c'est une stratégie, vous voyez, que moi j'ai appelé soft stratégie. C'est un peu une stratégie douce, hein. Il ne s'agit pas de tuer l'autre, il ne s'agit pas de se répandre comme une traînée de poudre. Mais finalement, ça permet de perdurer très longtemps au sein des populations. Donc là encore, on pourrait s'inspirer de ça. Et puis enfin, dernière leçon que nous offre le SARS-CoV-2, c'est qu'il faut profiter des opportunités. Aujourd'hui, le virus, il s'est répandu partout. Ce n'est pas parce qu'il est capable de se répandre lui-même, c'est parce qu'il bénéficie finalement de nos déplacements humains. En dessous, je vous ai mis un graphe qui est sorti du même site NextStrain que l'arbre phylogénétique de la page précédente. Et ce graphe montre les déplacements du virus avec les relations de parenté qu'on a inférées entre les différentes souches virales de SARS-CoV-2. Et vous voyez que depuis 3 mois, ce virus, il a fait le tour du monde à une vitesse folle. Et bien sûr, là, ce n'est pas en fait le virus qui fait le tour du monde, c'est nous qui lui faisons faire le tour du monde. Donc finalement, on peut se dire quelquefois que au lieu de vouloir à tout prix optimiser pour augmenter quelque chose, quelquefois on devrait peut-être au contraire essayer de prendre le train et de profiter des opportunités, plutôt que de fabriquer quelque chose d'analogue au train. Prenons le train. Alors là maintenant j'adopte la toute dernière partie de l'exposé, qui est presque terminée. C'est finalement, là on a parlé de qu'est-ce que le Covid-19 peut nous apprendre en termes de bioinspiration. Et maintenant, on pourrait se dire aussi, maintenant, soyons efficaces, essayons de bio-inspirer pour lutter contre le SARS-CoV-2 et le Covid-19. Alors, d'une manière générale, il y a finalement la stratégie de bioinspiration, elle est toute tracée par ce que l'on constate avec les zoonoses. Hein. Tout d'abord, diminuer les surfaces de contact entre les forêts et les lieux de vie humains. Là, je vous ai mis justement une petite cartographie satellite d'un milieu forestier morcelé en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, le vert, c'est la forêt, le jaune, ce sont des milieux déforestés. On est devant un patchwork invraisemblable avec des milliers de fragments forestiers sur une surface qui n'est pas considérable.
Et typiquement, là, on est vraiment dans une situation où la surface de contact entre forêt et lieu de vie humain est beaucoup trop forte. Donc, d'une manière générale, ce qu'il faudrait, c'est mettre en réserve des espaces naturels, y compris chez nous en France, et éviter d'avoir des surfaces de contact qui soient trop importantes. Non pas parce que le vivant est dangereux ou parce qu'il ne faut pas aller en forêt tropicale ou en forêt de Fontainebleau, mais tout simplement parce que si on a vraiment des populations avec des animaux domestiques qui sont en permanence au sein de ce milieu, on augmente les chances de faire évoluer les agents infectieux et les réservoirs. Deuxième règle d'or pour lutter contre le Covid-19, il faudrait gérer les populations de réservoirs. Alors quand on dit gérer, ça ne veut pas dire supprimer, c'est exactement l'inverse. Les chauves-souris rendent des services systémiques incroyables. Elles limitent les populations d'insectes vecteurs, elles pollinisent. Évidemment, le but n'est pas de les détruire, le but c'est au contraire d'arriver à ce que leur population soit plus saine et répartie de manière plus naturelle dans le milieu et ne pas simplement créer des situations dans lesquelles elles sont obligées de venir fourrager dans nos habitations, dans nos lieux de culture. Également, troisième grande manière de lutter contre le SARS-CoV-2, ça serait d'utiliser des espèces domestiques contrôlées avec une vision un peu plus de génétique théorique. Là, alors évidemment, dans le Covid-19, on est dans un cas très particulier avec des animaux sauvages qui ne sont pas du tout élevés et qui sont simplement amenés sur des marchés vivants, qu'il s'agisse de pangolins ou de carnivores. Mais par analogie, on peut se dire vraiment qu'il y a une urgence par rapport aux zoonoses en général, à ne pas avoir une uniformisation génétique, à ne pas avoir des productions de masse, et d'une manière générale aussi à diminuer cette production animale, parce qu'en fait nous surconsommons des protéines animales, vraiment sans être ni végan ni végétarien, on peut quand même essayer de rationaliser un peu ce sujet. Et puis enfin, dernier élément qui semble tellement évident que tout le monde en parle, mais personne ne le fait jusqu'à présent, c'est de favoriser les circuits courts. Là, on le voit aussi, ces circuits longs, en fait, ils ont permis la propagation du Covid-19 à une vitesse folle. Et ce type de situation arrive de manière régulière, par exemple avec la grippe. Typiquement, les différents cas de grippe, qu'il s'agisse de grippe influenza typique ou de grippe recombinée avec de la grippe aviaire, à chaque fois, on se retrouve devant une situation où les choses vont à une vitesse folle, beaucoup plus rapidement qu'elles ne devraient aller si on avait des circuits courts, notamment pour notre consommation de production animale. Voilà, donc juste en matière de conclusion, pour vous dire que vous avez sans doute entendu parler de l'initiative One Health, Une Santé, qui est promue notamment par l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies. Et cette initiative, elle est de bon sens. Si on veut promouvoir une bonne santé humaine, il faut garder une bonne santé animale et puis une bonne santé environnementale. Vous venez de le voir pour les zoonoses, les trois sont liés. Et donc, loin de considérer les chauves-souris, les pangolins comme les fauteurs de troubles, en fait, ils sont victimes comme nous d'une mauvaise santé environnementale et ils finissent par être en mauvaise santé eux-mêmes et nous transmettre des problèmes parce que nous sommes intervenus en amont. Et donc, finalement, on pourrait se poser la question, est-ce que One Health, ce n'était pas de la bio-inspiration sans le savoir, auquel cas, on ne peut que se féliciter de cette conception. Et je vous remercie donc pour votre attention. Merci beaucoup. C'était passionnant. Il y a plusieurs remarques dans ce sens dans le chat. On a également plusieurs participants qui ont partagé des références sur des programmes, des recherches connexes au cours de la présentation, des liens qui faisaient le point également sur la transmission, les recombinaisons génétiques, des choses comme ça. Il y a une première question pour revenir sur le graphique qui était montré avec les deux axes, virulence versus contagion. Oui. Une question, en quoi pourrait-on s'inspirer de cette soft stratégie? On comprend bien l'enseignement et en quoi justement ce virus est assez optimisé.
pour se répandre de manière lente et permanente. Quelles sont nos marges de manœuvre par rapport à ça? Alors, en fait, nos marges de manœuvre, c'est si vraiment, enfin, si on sort du Covid-19 et qu'on essaye de comprendre comment nos sociétés devraient fonctionner, on pourrait se dire simplement que il n'est pas forcément intéressant quand on intervient dans un cas d'espèce au sein de la société, hein, si on veut modifier un processus industriel, si on veut mener une recherche scientifique, si on veut mener une action commerciale, quel que soit le domaine d'activité. Quelquefois, on n'a pas forcément intérêt à, à essayer de proportionner une action en termes de force à la qualité de l'objectif qu'on veut atteindre. Peut-être finalement, quelquefois, il faut essayer de rester modeste, d'essayer de maîtriser une situation, hein, plutôt que, par exemple, d'inonder un marché avec un produit que l'on veut vendre, ou d'essayer d'avoir une action très agressive en termes de communication. Donc le cas du Covid-19 montre que quelque part, finalement, on arrive à envahir la Terre en se comportant de manière très douce. Hein, et le fait d'être extrêmement efficace, quelquefois, finalement, peut amener à un effet très court terme, mais qui va s'effondrer immédiatement après. Alors, dans le cas du Covid-19, quelle solution on peut imaginer à ça? C'est effectivement d'avoir... au-delà des moyens thérapeutiques, évidemment que tout le monde souhaite, hein, des moyens thérapeutiques, vaccinaux, tout le monde évidemment souhaite qu'ils soient développés. Et là, c'est très important de les développer d'une manière efficace et rapide. Mais néanmoins, à côté, quand on parle de stratégie de lutte au plan sociétal, avec le confinement, avec un déconfinement intelligent, avec des gestes barrières, finalement, avec des gestes barrières simples, très modéré, on arrive finalement à avoir, vous voyez, une efficacité qui est très forte, hein, et qui permet de résoudre un certain nombre de situations. Et c'est vrai qu'on a du mal quelquefois à les adopter parce qu'on pense que c'est un changement de société, ne plus serrer la main, ne plus faire la bise, porter des masques en permanence, ça peut sembler être quelque chose de bizarre et voire malsain, hein, contraire à des valeurs humaines, et finalement ça peut au contraire nous permettre de maîtriser une situation voilà, dans l'attente d'une politique vaccinale appropriée. Et en ce qui concerne les politiques vaccinales, là, c'est une autre stratégie, bien sûr, qu'il faudra mettre en œuvre. On a une question qui vient d'apparaître sur quelles sont les épidémies existantes dans le milieu sauvage, quelles sont les stratégies de gestion de crise sanitaire que le monde animal adopte? Alors, d'une manière générale, le monde animal, quand il est confronté, ou le monde végétal d'ailleurs, hein, parce que là on a parlé de zoonose, mais il y a quand même quelques maladies qui sont issues des plantes ou du sol, hein, comme la coqueluche par exemple, et les plantes elles-mêmes sont évidemment atteintes par de nombreuses maladies bactériennes, virales ou fongiques. Mais d'une manière générale, le monde vivant, en fait, dans un état relativement spontané. Spontané ne veut pas dire totalement stable, non évolutif et totalement dépourvu d'humain. Hein, ça veut simplement dire dans un état dans lequel l'homme ne joue pas un rôle écrasant, ne perturbe pas les processus naturels. Dans un monde de ce type, en règle générale, il y a surtout quand on est dans des écosystèmes relativement complexes et riches, on a des équilibres qui se régulent naturellement. Donc, les densités de population, les répartitions des individus sont en règle générale beaucoup plus compatibles avec une version non épidémique des maladies. Quelque part, l'épidémie, c'est déjà quand le système est perturbé et s'est emballé. Donc, il y a vraiment là une situation qu'il faut comprendre, hein, qui est, dans le monde naturel, l'épidémie, c'est déjà quelque chose d'un peu étrange et d'un peu inhabituel. Alors après, il y a des réactions comportementales qui font que il y a des espèces d'autoconfinement qui sont observées chez certaines espèces animales en cas de maladie épidémique. Il y a des phénomènes aussi très classiques
néophobie. Hein. On constate que chez des grands vertébrés qui ont des mécanismes cognitifs importants, ben, il y a une réticence à aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Mais je pense que le plus grand enseignement qu'on peut trouver, c'est simplement de considérer déjà que l'épidémie, c'est déjà un échec. Donc dans le chat, on voit beaucoup de remerciements, voilà, que c'était clair, très, très pédagogique. Kalina a reposté les références de nombreuses apparitions, enfin un article récemment paru dans les médias pour expliquer les origines de l'épidémie actuelle et comment l'analyser d'un point de vue écologique, notamment The Conversation, apparition France Inter. On a quelques questions qui viennent d'apparaître également. Aujourd'hui, d'un point de vue de biologie, d'écologie, quelle serait la meilleure manière d'aborder le déconfinement? Suivant les pays, il y a eu des stratégies complètement différentes pour limiter la propagation du virus. Entre les questions d'immunité collective versus un déconfinement très très progressif, quel serait votre avis par rapport à ça? Ben en fait, le souci, c'est qu'on doit faire avec une situation qui n'est pas favorable, hein, pas à cause du Covid-19, mais à cause de notre mode de vie. Si vous voyez bien les différences considérables qu'il y a en France entre, par exemple, la région parisienne et puis la Lozère ou le Cantal, alors ce sont des extrêmes évidemment, hein, mais on comprend là, encore une fois, hein, que les concentrations humaines considérables avec des moyens de transport bondés, etc., bah, sont typiquement antagonistes avec un mode de vie sain. Et en l'occurrence, par rapport au Covid-19, c'est ce qui pose un gros problème en matière de déconfinement. Hein. On est dans une région où la densité de population est faible, où le déplacement se fait de manière beaucoup plus simple, sans utiliser les transports en commun. On a un déconfinement dans lequel la promiscuité entre individus, les gestes barrières sont infiniment plus faciles à respecter. Et c'est là tout l'enjeu du déconfinement intelligent, c'est d'arriver finalement à éviter qu'il y ait des nœuds, hein, des points de rupture du déconfinement, notamment avec les moyens de transport en commun. Je pense que là, c'est vraiment l'enjeu du déconfinement, sachant qu'il doit vraiment y avoir, là, malheureusement, une prise de conscience individuelle. C'est une stratégie collective, mais qui est basée sur la responsabilité individuelle. Et là, vraiment, je pense que c'est l'enjeu à mettre en avant. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Bien sûr, on peut souhaiter que l'approvisionnement en masques soit important, puisque c'est une des conditions pour lesquelles le déconfinement va pouvoir se réaliser. On peut souhaiter que des tests efficaces soient mis en place, mais à la base, il faudrait surtout insister sur le fait qu'au-delà de toutes ces controverses politiques, hein, qui sont nécessaires dans un exercice démocratique, mais il est indispensable que le déconfinement se fasse sur la base de la bonne volonté de chacun, et que chacun puisse contribuer à ça avec des gestes barrières et avec une absence de promiscuité. C'est très simple, hein. Si il y a des doutes aujourd'hui sur la manière dont l'immunité est acquise dans les populations, soit parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui ont été contaminées, soit parce que cette immunité, on a des doutes sur sa durabilité. Et dans les deux cas, encore une fois, si le déconfinement se fait avec une bonne volonté de chacun en respectant les gestes barrières et l'absence de promiscuité, on reste à un R0, à un taux de transmission qui est très faible, et on peut espérer ne pas avoir de seconde vague. Voilà. Et sinon, si bien sûr on ne respecte pas ces règles-là, on risque, avec tous les problèmes que pose la question de l'immunité, on risque de voir revenir une seconde vague, soit parce qu'il n'y a pas assez de gens immunisés, soit parce que cette immunité ne dure pas. Et là, évidemment, c'est plus difficile à mettre en œuvre dans le RER parisien que dans la campagne du Cantal, mais c'est, à mon avis, vraiment le nœud du problème. Bien sûr. On a aussi une question sur pourquoi certaines populations sont plus sensibles au virus, hein, au-delà des conditions d'aménagement du territoire. Est-ce que, voilà, d'un point de vue génétique, il y a eu des travaux récents, notamment sur l'influence du groupe sanguin, l'influence du sexe. Est-ce qu'on sait expliquer
l'expliquer aujourd'hui? À ma connaissance, c'est vraiment des tout premiers travaux et il n'y a pas trop de conclusions claires, hein. Par contre, en amont de ça, il y a des choses énormes, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de structure d'âge dans les populations, hein. En Europe, on est relativement concerné par l'épidémie parce que notre structure d'âge comporte de nombreuses personnes de plus de 50 ans. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans des populations très jeunes en Afrique ou ailleurs, hein. Donc, de fait, on observe immédiatement une différence d'atteinte dans les populations. De la même manière, quand il y a des problèmes de morbidité, quand on a une population dans laquelle l'obésité, le diabète ou d'autres problèmes de santé sont plus fréquents, évidemment, malheureusement, on a plus de problèmes qui sont liés à ces questions-là. Après, effectivement, il y a des débuts de recherche qui montrent qu'il y a des choses assez surprenantes qui peuvent favoriser ou au contraire défavoriser l'action du SARS-CoV-2. Là, en fait, il faut se rendre compte simplement qu'il s'agit d'un virus qui est passablement méconnu, hein. On commence tout juste à comprendre la manière dont il agit à l'intérieur du corps, quelles sont même les cibles en termes d'organes ou de cellules au sein du corps humain. Donc, on en est vraiment au tout début de l'analyse. Merci beaucoup. Ah oui, on a également des questions sur voilà, notre rapport aux chauves-souris dans nos pays européens. Voilà, il y a un certain nombre de mesures pour préserver leurs environnements, notamment des mesures de sciences participatives pour que les citoyens contribuent à leur décompte, à leur conservation. Comment peut-on anticiper les comportements humains face aux chauves-souris? Et il y a quelqu'un qui souhaite construire un abri pour les chauves-souris avec ses enfants. Et ceux qui se demandent est-ce que ça augmenterait les interfaces? Est-ce que ça pourrait rejoindre les questions qu'on a évoquées juste avant? Oui. Non, en fait, c'est vrai que il faut vraiment avoir un regard bienveillant sur les chauves-souris, parce qu'effectivement, le problème n'est pas d'éradiquer, on l'a bien compris, hein, les réservoirs, mais au contraire, que leur population soit plus saine. Donc, plus saine, ça veut dire en bonne santé, ça veut dire ne pas rendre leur population malade. Donc, ça veut dire à la fois les aider à vivre correctement dans les écosystèmes et en même temps, évidemment, ne pas rechercher nécessairement la promiscuité extrême. Voilà, donc ça veut dire quelque part qu'on a plus intérêt à avoir des populations de chauves-souris en bon état, mais pas forcément les héberger en promiscuité avec nous, voilà, comment dire, en promiscuité extrême dans nos habitations, hein, ce qui est du bon sens quelque part, hein, voilà. Mais donc il y a tout simplement dans la santé de l'environnement en France des mesures à prendre, malheureusement qui dépassent l'action citoyenne, hein, voilà, sur la structure des paysages qui sont souvent impactés très fortement par les monocultures ou par le morcellement de l'habitat dans des zones périurbaines. Donc il faut arriver justement à reconstituer, je pense, simplement un couvert végétal, hein. Par exemple, quand on a une maison ou un jardin, essayer de garder un peu de diversité à l'intérieur de ce jardin, un peu de diversité structurelle, de diversité biologique, un peu plus d'espèces, un peu plus de variété de paysages. Et si on multiplie ça par un certain nombre d'habitations, eh ben on a un paysage globalement qui est plus divers, hein. On a maintenant des situations paradoxales dans les grandes zones urbaines où les zones pavillonnaires contiennent des fois plus de biodiversité que les zones agricoles intensives qui se trouvent à proximité. Donc, on le voit là, il y a vraiment un effort à faire sur la structure du paysage. Alors, en tant qu'individu, en tant que citoyen, on ne peut pas forcément intervenir directement sur les zones agricoles intensives, hein, sauf par son action de consommation. Mais par contre, sur notre paysage personnel urbain, là, on a intérêt simplement sans rechercher la promiscuité avec les chauves-souris, mais à essayer d'avoir
un milieu biologique autour de nous qui soit le plus équilibré possible, le plus divers possible. Autrement dit, si on a un jardin, ne pas avoir une pelouse rase avec une haie de thuya et puis 2 géraniums, mais avoir un jardin dans lequel on va avoir des buissons, dans lequel on va permettre à toute une faune et une flore d'habiter et de vivre en relatif équilibre. Très bien. Et on va peut-être prendre encore une ou deux questions. Question assez centrale. Quels espoirs pour une gouvernance globale des principales causes de zoonoses évoquées face à la déstabilisation de l'OMS et globalement de l'ONU? Est-ce qu'on peut imaginer voilà, que le poids de l'IPBES dans la prise de décision puisse augmenter, ou alors est-ce qu'on doit plutôt miser sur les comportements individuels de plus de 7 milliards de terriens? Malheureusement, j'aurais envie de faire une réponse que la stratégie mixte est toujours meilleure, hein, c'est-à-dire justement si on essaye de s'inspirer, de se bio-inspirer, de ne pas espérer que les gouvernements seuls prennent les bonnes décisions, parce que c'est malgré tout possible, hein, on peut l'imaginer, notamment là début 2021, toutes les étapes qui auraient dû se passer là, durant cet été, cet automne 2020 vont se passer de manière décalée, hein, ce qui concerne l'IBES, enfin les congrès de l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et les conférences des parties. Et on peut espérer à ce moment-là que voilà, il y a vraiment des recommandations qui soient faites aux États. Alors bien sûr, ces recommandations qui sont faites aux États, elles ne sont pas contraignantes. Et on le voit déjà sur les polémiques internationales, par exemple entre les États-Unis et la Chine sur qui a fait quoi, qui a causé quoi. Et le complotisme d'ailleurs est favorisé par ce type de polémique internationale. On voit déjà qu'il y a quelque part on essaye de se défausser de ses responsabilités. Alors ce qu'on peut espérer, c'est qu'au-delà de ces discours politiques pour la galerie, c'est qu'il y ait des actions réelles qui soient menées. La Chine, par exemple, a interdit à certains marchés vivants de se tenir actuellement. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que ça ne favorise pas la recrue de trafic en sous-main, hein, et qu'on en arrive à avoir une meilleure gestion de la situation. On peut le dire également en France, hein, avoir une gestion plus écologique de la maladie de Lyme, qui est une prise de conscience, finalement, par analogie avec le Covid-19. Je pense que là, vraiment, les individus, les citoyens, tous autant qu'on est, on a intérêt, comme disait mon collègue Franck Courchamp, un écologue du CNRS, hein, on a 2 cartes dans la manche, la carte d'électeur et la carte de crédit. Et il ne faut pas sous-estimer la puissance de la carte de crédit. Je pense que vraiment, on a une capacité aujourd'hui à changer les choses en consommant totalement différemment, hein, et en privilégiant de manière vraiment extrême les circuits courts. Et la frugalité, mais une frugalité joyeuse, hein, pas une frugalité triste, bien entendu. Il n'est pas question de vivre dans un monde triste et sans intérêt, mais on a vraiment, là, je pense, un pouvoir important, au-delà des décisions politiques qui, j'espère, seront prises, parce que là, on voit bien le coup d'arrêt que le Covid-19 a donné à l'économie. Bon, vraisemblablement, les États vont s'en soucier, à défaut de se soucier de biodiversité. Ah bah parfait, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'était passionnant. Il y a eu une question aussi sur la résilience, et notamment la place de l'urbanisme et de l'aménagement des territoires pour être plus résilient. Oui, oui. Oui, c'est effectivement très important. Là encore, la résilience, c'est une capacité qu'on trouve très souvent dans des écosystèmes naturels pas trop anthropisés, hein. Et effectivement, on a intérêt à avoir, à cultiver cette propriété, hein, très spécifiquement, parce que effectivement, c'est la capacité d'un système à retourner à son état antérieur de manière relativement spontanée, hein. C'est un peu une sorte d'élasticité quelque part, hein. Et c'est vraiment très important à tous égards. Et aujourd'hui, en particulier en milieu urbain, puisque la majeure partie de la population maintenant se concentre en milieu urbain, évidemment, en milieu urbain, la résilience pose plus question, hein, que dans des milieux dans lesquels l'environnement naturel est plus important, hein. Et il y a bien d'autres problèmes liés à la santé que le Covid-19 en milieu urbain, hein, la pollution atmosphérique avec les particules, les îlots de chaleur.
Et tout ceci, vous voyez, finalement, on le voit, est relativement lié. Il y a une santé, hein, One Health. Aujourd'hui, une des causes de morbidité dans le Covid-19, c'est aussi les pneumopathies liées aux problèmes de pollution atmosphérique. Et on le sait, chaque année, il y a plusieurs milliers de personnes, rien qu'en région Île-de-France, qui meurent lors de canicules estivales à cause des îlots de chaleur. Donc tout ceci est malgré tout lié et on a effectivement intérêt à concevoir notre environnement, notre habitat, hein, en ayant à l'esprit les qualités de résilience d'un environnement naturel. Effectivement, avec ce type d'épidémie, on prend conscience que finalement, oui, c'est l'ensemble du système qui a contribué à l'émergence de ces maladies et que voilà, il est nécessaire de repenser globalement l'ensemble des interactions avec le vivant. Et voilà, une dernière remarque sur voilà, notre régime alimentaire carné. Oui. On aura une présentation sur les questions de résilience spécifiquement dans 2 semaines, le 13 mai, avec Tariq Seksak. Voilà, comment apprendre de la gestion de crise dans les écosystèmes forestiers ou océaniques. Voilà, en tout cas, j'invite les participants à consulter voilà, les articles qui ont pu être cités, qui reprennent voilà, ce que vous avez pu partager aujourd'hui dans les médias, vos publications. Voilà, merci pour votre intervention. Et puis voilà, merci à tous d'avoir participé. Merci.